Tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui. Je vais essayer de faire un webinar qui tient en 1 heure. Ce que je vous propose, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès que vous en avez. Moi, je les reprendrai à la fin et j'essaierai de répondre à toutes vos questions à la fin du webinar. J'essaierai de rester dans les temps. Il m'arrive de déborder un petit peu, surtout avec la prise de questions, mais j'essaierai de rester bien dans les temps cette fois-ci. Alors le webinaire d'aujourd'hui est autour de la valorisation des assets, surtout autour de la valeur et l'analyse de la valeur des systèmes d'information smart. Je repréciserai les objectifs du webinaire, mais globalement on est dans un mode aujourd'hui où les choses évoluent assez vite. On a plusieurs architectures de systèmes d'information possibles. Il va falloir qu'on formalise, qu'on rationalise un petit peu tout ça. Et ce qu'on nous demande souvent, c'est les ROI, c'est le coût. Voilà, donc ce que j'ai essayé de faire dans ce webinaire, c'est vraiment de faire une analyse des coûts, de combien coûtent les différents systèmes d'information dans le bâtiment aujourd'hui, de combien coûteront les systèmes en fonction des architectures qu'on met en place, si on fait juste connecter des systèmes existants ou est-ce qu'il faut rajouter des choses à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc c'est de discuter autour des coûts, essayer de rationaliser ou d'objectiver un petit peu tout ça, en transformant finalement toutes les applications, tous les systèmes qu'on met dans le bâtiment en valeurs concrètes, en euros concrets, pour avoir une idée de là où on va, de ce qui est possible techniquement bien sûr, mais surtout de ce qui est possible économiquement parlant. Donc ce que je vous propose comme sommaire pour ce webinaire, c'est le sommaire suivant. Tout d'abord une présentation de Spinalcom très rapide et des objectifs du webinaire, je vous en ai déjà dit quelques mots maintenant. Et ensuite on essaiera de faire un petit bilan des systèmes et de leurs coûts dans le bâtiment tertiaire aujourd'hui, les évolutions actuelles et les projections, donc quels sont les nouveaux systèmes qu'on met, comment est-ce qu'on connecte le système aujourd'hui. Ensuite, quel coût la mise en place d'un référentiel commun dynamique? Alors j'essaierai d'expliquer un petit peu ce que j'entends par référentiel commun dynamique, par BOSS, etc. Permettre de rationaliser dans le bâtiment en termes d'achat de matériel, d'intégration, de mise à jour, d'installation de nouveaux services. Et puis à la fin, j'essaierai d'avoir une discussion autour de la valeur ajoutée des applications et des services qu'on installe dans le bâtiment. Aujourd'hui, un bâtiment est déjà équipé, on a des gros systèmes automatisés qui coûtent excessivement cher. On verra si ces systèmes, quelle valeur ils apportent, quelles sont la valeur aussi apportées par les applications du genre GMAO, WMS, voilà, et puis comparer ça avec les nouveaux services smart, les nouveaux services IoT, essayer de faire des ratios pour finalement arriver à la fin à un espèce de ratio coût-valeur ajoutée pour une architecture de système d'information de données dans le bâtiment, donc en gros pour aller vers la promesse du bâtiment digital. Alors je vais commencer par présenter en 2 mots Spinalcom et moi-même. Donc je m'appelle Jérémy Delec, je suis président de Spinalcom, et chez Spinalcom j'ai en charge principalement tous les aspects techniques et développement des outils et de la plateforme. Historiquement, j'ai un doctorat à l'école normale supérieure, plutôt en analyse dynamique des structures dans le domaine aéronautique, donc c'est tout ce qui est calcul de structure, simulation aéronautique, donc du jumeau numérique dans le monde de l'aéronautique. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a repositionné complètement l'entreprise dans le domaine du bâtiment et du bâtiment digital. Et à côté de ce métier de président de Spinalcom, j'ai des actions aussi de formation à l'école polytechnique d'une part sur tout ce qui est système d'information IoT intelligent, et depuis très peu au Master BIM de l'école des ponts et chaussées sur le BIM gestion exploitation maintenance. Alors Spinalcom, en 2 mots, Spinalcom, on est éditeur de logiciels. Là, je vois que je vais peut-être repasser sur l'autre parce que je vois que ça passe pas très bien. Bon, bref. Donc on est éditeur de logiciels sur des aspects principalement data management, donc tout ce qui est ce qu'on appelle le Building Operating System, ça c'est notre cœur de métier, et au-dessus de ça on développe des suites applicatives autour du BIM gestion exploitation maintenance à destination de 2 profils d'utilisateurs aujourd'hui, les asset managers avec de l'asset performance management et l'exploitation maintenance, BIM exploitation maintenance. Et pour aller un petit peu plus loin, rapidement, le concept qu'il y a derrière tout ce qu'on fait chez Spinalcom, c'est l'évolution du bâtiment vers le bâtiment digital. Donc c'est faire en sorte que le bâtiment de demain puisse proposer non pas 5, 6 services digitaux ou 10 services, mais potentiellement 100 services digitaux, analyse, et qui puisse vraiment permettre d'une part comment dire,
de rationaliser ou d'optimiser des coûts d'exploitation aujourd'hui, mais aussi d'apporter des nouveaux services à valeur ajoutée qui permettent d'augmenter la productivité, d'augmenter d'attirer des talents, de retenir des talents, faire en sorte que le bâtiment devienne vraiment un outil de production de l'entreprise et qu'il offre des tonnes de services. Et pour ça, le concept qu'il y a derrière tout ça, c'est que pour que le bâtiment devienne une plateforme servicielle, finalement, il va falloir, faciliter, gérer la complexité, faciliter le développement, le déploiement et l'usage de ces nouveaux services, donc munir le bâtiment d'une sorte d'infrastructure, heu, de gestion de données, heu, donc en gros une infrastructure de gestion de données. Et ça c'est ce qui s'appelle dans le monde de l'informatique un OS. C'est ce que vous retrouvez, pour passer du téléphone au smartphone. Vous avez, finalement la grosse révolution, ça a été d'installer un OS dans le téléphone, qui est vraiment le socle qui permet de facilement développer et déployer des applications. De la même manière pour Windows sur votre ordinateur, c'est la plateforme de gestion de données de l'ordinateur qui va permettre de faciliter le développement, le déploiement et l'usage, d'applications sur ordinateur et de simplifier quelque chose qui est très complexe. Eh bien, l'objectif du BOSS, Building Operating System, c'est le même, c'est de simplifier la gestion de l'ensemble des applications sur sur le bâtiment et donc de permettre l'évolution vers le bâtiment digital. Donc voilà un petit peu ce qu'est Spinalcom. On est éditeur de logiciels, on édite le BOSS, donc l'OS du bâtiment, le Windows du bâtiment, et une gamme d'applications, une suite applicative, un peu comme un pack office, qui a pour vocation aujourd'hui à principalement travailler autour de l'asset performance management, mais bien sûr le boss est ouvert et n'importe qui peut développer, déployer sa propre solution dessus. Alors maintenant qu'on a repris les concepts, donc ce sur quoi travaille Spinalcom et puis voilà, et le concept du boss derrière, je vais vous présenter un petit peu les objectifs du webinaire et bien sûr ils sont en relation avec ce métier, donc ce métier de la gestion de la donnée dans le bâtiment et du passage du bâtiment au bâtiment digital ou au smart building. Donc l'objectif concret, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de passer du bâtiment au bâtiment digital. Donc c'est d'évoluer vers le smart building afin de permettre de rationaliser l'existant, d'optimiser la gestion du bâtiment et de faire émerger des nouvelles sources de valeur, donc d'augmenter la productivité dans le bâtiment. Donc je dirais qu'il y a un peu 3 étapes dans cette progression vers le bâtiment digital. L'étape à laquelle on est aujourd'hui, qui est on a des bâtiments qui sont automatisés. Ils sont vraiment pas très intelligents et grâce à ça, on a quand même des applications qui sont dedans, qui permettent de faire de la gestion énergétique, de faire de la gestion de la maintenance, de faire de la gestion de patrimoine, qui sont avec des applications qui sont assez silotées, mais qui permettent quand même de gagner des coûts, ne serait-ce qu'en exploitation maintenance, entre 3 et 10 € par mètre carré par an. Par contre, maintenant, l'objectif final, c'est d'aller vraiment vers la rationalisation de tout ça et d'avoir des nouvelles sources de valeur. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui se dit dans la littérature, on voit que si on arrive à mettre en place, par exemple, des systèmes de gestion énergétique adaptative, de maintenance adaptative, ou de gestion des espaces adaptatifs, on va pouvoir vraiment gagner et commencer à gagner potentiellement 30 € par mètre carré par an dans le bâtiment. Et si en plus on arrive à transformer le bâtiment en un outil de productivité, qui améliore la productivité des employés, qui attire les talents, qui facilite les échanges, voilà, on peut même aller jusqu'à des coûts à des gains qui seront de l'ordre de 300 € par mètre carré par an. Alors cette promesse-là, je ne vais pas réellement discuter de cette promesse-là parce qu'il y a pas mal de sources qui en discutent d'une part, mais on comprend bien que gagner ces 3 à 10 € par mètre carré par an, finalement, ça nécessite des choses qui sont assez faciles à démontrer. Aller vers 30 €, il faut déjà beaucoup plus d'intelligence. Mais aller vers ces 300 €, il va falloir faire en sorte d'avoir un vrai système, un vrai bâtiment intelligent, et donc une vraie architecture. Donc on n'est pas, voilà. Et l'objectif, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut y arriver. Et donc la discussion d'aujourd'hui sur ce webinaire, c'est pas réellement de discuter techniquement comment on y arrive. On va présenter bien sûr les évolutions techniques, mais c'est surtout de discuter économiquement, est-ce que les solutions qu'on met en place sont viables ou non. Pour gagner 30 € par mètre carré par an, si je dépense 30 €, ça vaut pas le coup. Si j'en dépense 10, ça vaut le coup. Pour gagner 300 € par mètre carré par an, si j'en dépense 250, c'est compliqué. Si j'en dépense 100, potentiellement ça vaut le coup. Et donc on va voir quelles architectures nous permettent vraiment d'envisager économiquement cette évolution vers le bâtiment digital. Donc ce dont on va parler vraiment aujourd'hui, c'est du coût des différents systèmes, donc essayer de faire un bilan des systèmes qui existent aujourd'hui dans le bâtiment, un bilan de leurs coûts par système ou par typologie de système, et on essaie de séparer les coûts en termes d'achat de matériel, d'intégration, d'installation de matériel, d'intégration logicielle,
une mise à jour de redondance sans mettre ça un tout petit peu de côté, mais vraiment en termes d'achat, d'installation, d'intégration, de commissioning et puis, discuter d'un ratio coût des systèmes sur la valorisation des données, sur la capacité du système à offrir un vrai service à valeur ajoutée. Et derrière, l'objectif, c'est, de vous montrer comment, si on fait une bonne architecture du système d'information intelligent, on va réussir à créer des systèmes qui justement vont permettre, d'un point de vue économique, une évolution vers smart building, parce qu'ils vont permettre d'une part de réduire des coûts d'intégration des différents systèmes, d'éviter la redondance des matériels. Voilà, c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui quand on a de la GTB avec des capteurs de température et que, on nous propose de déployer des nouveaux systèmes IoT avec des petits cubes qu'on met sur la table qui prennent aussi la température. En gros, on est en train de faire vraiment de la redondance de données et de poser dans les salles des systèmes IoT qui visent à récupérer des données qu'on avait déjà dans un autre système. On est en train de, multiplier le nombre de capteurs au lieu de multiplier l'intelligence. Voilà. Aussi pour faciliter et rationaliser la mise à jour et l'évolutivité des systèmes, tous les systèmes qu'on met en place fonctionnent sur le bâtiment. Pour extraire de la valeur de ces systèmes, il va falloir, que chacun des objets connectés soit associé à l'endroit où il est dans le bâtiment. Donc il va falloir l'adapter, le positionner par rapport au référentiel bâtimentaire. Donc tous les systèmes qu'on met en place dans le bâtiment doivent avoir un référentiel bâtimentaire et on voit que là, il y a énormément de choses à rationaliser. Et puis enfin, l'objectif, c'est d'aller vers le bâtiment digital, donc de pouvoir demain faciliter l'ajout de nouveaux services à valeur ajoutée et on va voir comment on arrive à rendre ça possible et ça, c'est principalement une question d'architecture de données, parce que l'architecture va non seulement permettre techniquement de le faire, mais va permettre aussi économiquement de le faire. Donc, on va commencer par le bilan des données, et des coûts dans le bâtiment tertiaire. Alors là, on se positionne dans le cadre actuel. On est sur un bâtiment actuel sur lequel on fait de la gestion énergétique, on fait de la gestion de la maintenance, on fait de la gestion patrimoniale, et on a des systèmes qui sont installés dans le bâtiment. Et donc la première chose, c'est d'essayer de regarder sur cet état actuel du bâtiment, quels sont les systèmes qu'on a, comment on les positionne, et essayer de discuter un petit peu de ces systèmes. Donc là, je vous ai listé pas mal de systèmes. Je vous ai listé le RP, la gestion technique de patrimoine, la GED, le DOE, la GMAO, les IWMS donc pour la gestion de la maintenance, les systèmes pour la gestion des salles, des applis pour les occupants. Donc là, vous connaissez énormément d'entreprises qui fournissent finalement ces outils-là. Et puis en bas, j'ai listé d'autres types de systèmes qui sont plutôt les systèmes automatisés dans le bâtiment, le système de sécurité incendie, le contrôle d'accès à la GTB, l'énergie management, l'audio-vidéo, la vidéosurveillance, le monitoring IT, etc. J'ai essayé de lister, alors bien sûr je ne suis pas exhaustif, j'ai déjà listé 11 systèmes ici, mais vous pourriez en avoir d'autres. J'ai essayé de lister les principaux et surtout de les positionner. Parce que finalement, on a des systèmes qui ont des natures différentes dans le bâtiment aujourd'hui. Et cette nature-là, c'est qu'on a des systèmes qu'on va plutôt appeler des systèmes IT, technologie de l'information. Donc là, on n'est pas sur des systèmes qui ont des capteurs, qui ont des objets connectés, on est plutôt sur des systèmes d'information qui sont déployés pour la gestion de patrimoine, c'est-à-dire pour les directions financières, pour les directions de la maintenance, euh, pour les occupants, qui sont des systèmes IT qu'on déploie sur des serveurs, sur du cloud de plus en plus, et finalement qui ont besoin de, entre guillemets, peu de coûts. Il y a des coûts de licence, mais il n'y a pas réellement de coûts d'intégration, d'installation, de déploiement, d'intégration, de commissioning. C'est des systèmes qui ont peu de coûts comme ça. D'un autre côté, on a les systèmes qu'on appelle OT, Operation Technology, donc c'est tous les systèmes automatisés dans le bâtiment, sur lesquels là on va déployer énormément de capteurs, de réseaux, et finalement c'est des systèmes qui nécessitent beaucoup de coûts d'achat. Il y a des coûts d'achat matériels qui sont importants, des coûts d'installation matériels qui sont importants, des coûts d'intégration qui sont importants, et des coûts de commissioning aussi qui sont importants, parce que dans tous ces systèmes-là, on positionne des capteurs qui doivent remonter des données dans des systèmes d'information, et il va falloir faire du commissionnement, c'est-à-dire à un moment valider que la donnée qu'on reçoit d'un équipement terrain est bien celle qui est présentée au bon endroit dans dans l'outil de supervision par exemple. Et quand on a 10-20 000 capteurs, ben, on comprend que ce commissioning, c'est une phase qui est très importante, cette intégration et cette installation, c'est des phases qui demandent beaucoup de choses. Donc, on sépare un petit peu ces deux systèmes parce que, objectivement parlant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous ces systèmes fonctionnent en silo et ne discutent pas les uns avec les autres. Donc dans l'état actuel du bâtiment, aujourd'hui, on sépare ça parce qu'on a effectivement des systèmes OT qui fonctionnent en silo les uns à côté des autres.
Voilà, donc on a vraiment des silos métiers avec pas de communication entre logiciels. On a aussi des silos métiers au-dessus, sur la partie IT, avec des systèmes de gestion de patrimoine qui ne dialoguent pas avec des systèmes de GMAO, qui ne dialoguent pas avec la DOE, la GED et le DOE, qui ne dialoguent pas avec les applications occupants, ni avec la gestion des salles. Et on n'a pas aussi de dialogue entre OT et IT. C'est-à-dire que, enfin, on va voir, hein, c'est les évolutions actuelles, mais concrètement, dans les bâtiments existants aujourd'hui, bah, il y a l'OT d'un côté, l'IT de l'autre côté, des réseaux complètement séparés, et on n'a pas réellement de connexion entre les deux. Et donc ça implique, bah, ça implique des coûts, ça implique aussi des compétences qui sont limitées. Donc là, c'est ce dont on va essayer de discuter rapidement sur ce slide. Alors si je regarde sur ces systèmes, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de dire quel est le coût d'installation, d'achat, d'installation et d'intégration de ces systèmes. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer finalement à droite à gauche sur mes connaissances métiers, discuter avec des intégrateurs, des installateurs, des fournisseurs d'équipements, des fournisseurs de logiciels, puis avec des clients. En gros, quels sont les coûts d'installation? Alors, ils sont assez variables. Mais j'ai toujours séparé ça en IT et OT parce qu'on voit, il y a quand même des grosses métriques qu'on voit apparaître. Hem, que par exemple pour, l'achat et l'installation sur des systèmes plutôt IT, qui sont des logiciels qu'on installe, globalement on a des coûts d'achat et d'installation qui sont quand même assez limités, assez cadrés et puis, des coûts de maintenance, enfin des coûts d'intégration, qui sont assez limités, assez cadrés, mais on a toujours des coûts d'intégration qui ne sont pas anodins. Pourquoi? Je vous le disais parce que chacun de ces systèmes qui fonctionnent sur un bâtiment, la plus grosse partie de l'intégration, c'est ce qu'on appelle le référentiel bâtimentaire. Qu'est-ce que soit le système, que ce soit de la gestion patrimoniale, de la GMAO, de la gestion des salles, des services aux occupants, à un moment on parle de services sur un bâtiment, il va falloir qu'on décrive le référentiel de bâtiment, c'est-à-dire bâtiment, étage, zone, équipement à l'intérieur, et puis pour associer de la documentation, pour associer des tickets de maintenance, pour associer des factures, etc. Et donc il y a une grosse partie toujours de l'intégration euh, qui est lié à la description du référentiel bâtimentaire. Et puis de l'autre côté, on a tous les systèmes OT, donc les systèmes automatisés, qui eux finalement sont beaucoup plus chers en coût d'installation, d'achat et d'installation, parce que là on doit acheter des capteurs, déployer des réseaux sur ces capteurs, intégrer ces capteurs toujours, parce qu'il faut qu'ils discutent et il faut qu'ils soient positionnés dans un référentiel, et faire du commissionnement qui est beaucoup plus long et beaucoup plus lourd, parce qu'on doit garantir que les 20 000 capteurs déployés remontent bien leurs données au bon endroit dans la base de données. Et donc là, on a des coûts d'achat et d'installation qui sont beaucoup plus lourds et des coûts d'intégration et de commissionnement qui sont aussi beaucoup plus importants. Donc au lieu de discuter un à un de tout ça, ce que j'ai fait dans la slide suivante, c'est que j'ai essayé de catégoriser ça en trois grandes catégories de systèmes. Dire les applications IT, qui ont en moyenne, on va dire, des coûts entre l'achat et l'installation autour de 2 € par mètre carré en CAPEX, et qui ensuite doivent être maintenus comme tout logiciel, et le coût de maintenance des logiciels, c'est à peu près 20% par an. Et donc de ramener tous ces coûts pour les applications IT à des coûts de CAPEX de l'ordre de 2 € par mètre carré pour un coût d'installation et 0,4 € par mètre carré par an en coût de maintenance. Alors, tout ce que je mets là, ce sont des ratios, des grandes valeurs, c'est discutable, hein, et l'objectif c'est d'en discuter. Ensuite, la deuxième gamme d'applications, c'est ce que je vais appeler des systèmes IoT ou IT complexes. C'est-à-dire c'est des systèmes IoT qui demandent l'installation de quelques capteurs, donc plus de commissionnement, ou IT complexes qui vont être des plus gros systèmes comme de la gestion patrimoniale ou la GMAO ou le WMS qui demandent quand même de l'intégration avec un référentiel assez précis du bâtiment pour pouvoir être installé. Donc c'est des systèmes qui, en achat de licence, en achat de quelques objets connectés coûtent un peu plus cher. Il y a parfois de l'installation à faire qui est un petit peu plus lourde. Il y a de l'intégration aussi et du commissionnement qui est un petit peu plus lourd. Donc c'est des systèmes qu'on peut faire entrer dans une catégorie dans laquelle on va dire leur coût d'achat et d'installation va être de l'ordre de 4 € par mètre carré, et puis ils vont avoir des coûts de maintenance de l'ordre de 0,8 € par mètre carré par an. Et puis la troisième catégorie, c'est globalement les systèmes OT. Alors bien sûr, il y a des différences entre le SSI et la GTB, mais j'ai essayé de mettre ça dans une grande catégorie, dans lequel ces systèmes, il y aura beaucoup d'achats de matériel, beaucoup de coûts d'installation parce qu'il faut tirer des réseaux, il faut qu'il y ait des gens qui aillent les installer sur place. Et puis forcément l'intégration et le commissionnement est beaucoup plus cher aussi. Et donc on a des systèmes qui peuvent aller sur des coûts qui sont de l'ordre de 24-25 € par mètre carré pour des coûts d'achat et d'installation.
et qui ont des coûts d'OPEX, donc de maintenance par les facility managers de l'ordre de 4 € par mètre carré par an. Alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut essayer de faire une analyse des coûts et de voir combien, objectivement, je paye pour installer des systèmes dans un bâtiment. Et donc là, j'ai essayé de prendre un exemple très concret. On se positionne sur un bâtiment qui est un bâtiment d'une belle taille, on va dire un bâtiment de 20 000 m². Alors j'ai choisi ce type de bâtiment parce que, objectivement, aujourd'hui, heu, la clientèle pour, le smart building sont plutôt des bâtiments à forte valeur, on va dire. Donc soit du gros tertiaire, soit de l'industriel, des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments simples où, objectivement, nous, chez Spinacom, on travaille très peu dans le résidentiel aujourd'hui parce que le bâtiment lui-même, chaque bâtiment n'est pas assez technique. Donc là, on s'est plutôt positionné sur des bâtiments techniques qui ont assez de valeur et qui vont peut-être être les premiers de série ou les premiers de gamme pour vraiment rentrer dans le smart building. Donc on est sur un bâtiment de 20 000 m² qui a un certain nombre de systèmes sur lequel on va avoir des systèmes OT, de la GTB, du SSI, du contrôle d'accès et puis de la vidéosurveillance par exemple. Donc 4 systèmes OT à installer et déployer. Des systèmes IoT qu'on commence à déployer, donc ça peut être des systèmes IoT assez simples comme la gestion de la réservation de salles de réunion, par exemple, dans lequel on installe finalement un petit peu d'IoT aussi dans le bâtiment, ou ça peut être des systèmes de gestion du confort ou d'énergie management un petit peu plus simple, dans lequel on met de l'IoT, on fait remonter ces systèmes, et puis on va avoir déployé des applications IT, de la gestion de patrimoine, de la GMAO. Donc je dirais qu'un bâtiment moyen de 20 000 m² aujourd'hui, on peut raisonnablement dire qu'il a 4 systèmes OT installés, 3 systèmes IoT et 4 systèmes IT. Et donc, en termes de coûts, vis-à-vis des profils d'applications que j'ai mis avant, ça veut dire qu'en termes de CAPEX, on dépense 160 000 € de CAPEX pour l'installation et le déploiement des systèmes IT, 240 000 € pour les systèmes IoT, et puis 1 900 000 pour l'ensemble des systèmes OT dans ce bâtiment. C'est des chiffres qui me parlent. Bien sûr, encore une fois, l'objectif c'est d'en discuter et de voir si ça correspond à peu près à la réalité, sachant qu'on est d'accord qu'on est sur des ratios, sur des grandes grosses mailles. Et donc finalement, sur ce bâtiment de 20 000 m², on va être sur des coûts d'installation de système global qui sont de l'ordre de 2 320 000 € en achat et installation en CAPEX. Et puis ensuite, on va avoir du 400 000 € par an pour maintenir l'intégralité de ces systèmes. Et donc en ratio, ça veut dire que si je reviens à une moyenne au coût d'une application dans ces bâtiments, on est à peu près à 10,50 € par application et par mètre carré dans cette typologie de bâtiment à l'achat. Donc ça veut dire que si j'ai un coût de construction du bâtiment global de 3 000 € par mètre carré et que je vais installer 10 applications dessus, je vais avoir un coût d'une centaine d'euros par mètre carré pour le coût d'installation des applications. Alors ça, c'est le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, donc ça nous donne une idée du coût de ce qu'on dépense aujourd'hui pour faire un bâtiment automatisé avec des systèmes de gestion ou avec des applications de gestion au-dessus. Maintenant, on va essayer d'aller à l'étape suivante et de regarder un petit peu les évolutions actuelles. Tout ça, c'est en train de bouger. Il y a énormément de choses qui bougent. Pourquoi? Parce que finalement, on veut passer d'un bâtiment automatisé à un bâtiment qui commence à être smart. Alors on n'est pas tout à fait dans le smart idéal dans lequel on a du machine learning, ça c'est vraiment la promesse. Pour moi, on n'y est pas encore. Déjà, on essaie de faire la deuxième étape, qui est de passer euh, au bâtiment pseudo-intelligent. Et là, on va voir quelles sont les évolutions. Alors, il y a des évolutions techniques, mais toutes ces évolutions techniques, elles ont aussi un coût, et on va essayer de ramener, toujours sur un bâtiment de 20 000 m², de regarder un petit peu le coût de ces évolutions techniques. Donc pour cette deuxième étape, on va dire qu'il y a 3 grandes évolutions par rapport à ce que je vous ai dit avant. La première évolution, c'est que on voyait qu'on a des applications complètement silotées, ça c'est le bâtiment aujourd'hui, et finalement on commence à se dire que ce serait pas mal de pouvoir faire en sorte d'échanger des données entre ces différentes applications. Et donc là, on a toute une grande démarche qui est l'ouverture des API, l'ouverture, la connexion des systèmes, mettre en place des infrastructures qui vont permettre de communiquer des données entre les différents systèmes. Donc là, on arrive dans le R2S, bâtiment ready to service, dans lequel l'objectif c'est d'ouvrir des API, de faire de la connexion, et de faire en sorte de pouvoir à un moment réutiliser les données d'un système dans un autre système et de faire en sorte que chaque système ait ses API pour qu'on puisse créer des connecteurs. Donc des connecteurs, c'est ces traits qu'on voit en jaune, entre différentes applications. Donc déjà, on est en train d'enrichir
les systèmes, de les ouvrir. Ça, c'est l'une des grosses évolutions actuelles, qui a un coût parce que finalement, c'est bien d'ouvrir des API. Peut-être que mon système ne vaut pas plus cher, mais à un moment, il va bien falloir que si je veux exploiter dans ces API occupants des systèmes qui viennent, des données qui viennent de la GTB parce que j'ai besoin pour mon appli d'avoir la donnée de température, il va bien falloir que je développe un connecteur logiciel ou que j'installe et que je paramètre un connecteur logiciel entre les deux, et ce connecteur-là, il a un coût. Deuxième évolution, c'est l'IoT. On voit que hier, on avait vraiment des systèmes automatisés d'un côté, des systèmes IT de l'autre côté, et puis là, on a de l'IoT qui arrive. Alors l'IoT, on peut le lire de deux manières, soit Internet of Things, soit convergence IT-OT finalement. Et donc cette convergence IT-OT, c'est dire qu'on commence à avoir des objets connectés qui renvoient directement leurs données dans des systèmes qui peuvent être hébergés dans le cloud, mais surtout qui vont apporter de la valeur ajoutée. L'une des questions qu'on aura tout à l'heure, c'est quelle est la valeur apportée par ces systèmes qui coûtent très cher, en termes de valorisation des données brutes, hein, pas la valeur du système automatisé en tant que tel, comparée à la valeur de ces applications. Concrètement, les applications IT aujourd'hui, c'est des applications qui sont directement, entre guillemets, à forte valeur ajoutée. Elles parlent directement à la direction générale, on parle directement d'optimisation des coûts, on parle directement de gestion du patrimoine, etc. C'est des applications qui ont beaucoup de valeur frontale et qui nécessitent finalement peu d'investissement, entre guillemets. Alors que là, on a des applications qui nécessitent énormément d'investissement, d'achat, etc. et sur lesquelles elles offrent un service, hein. Je prends la GTB, bien sûr, ça me permet de piloter mes stores, piloter mon luminaire, mais la connexion et les données de la GTB sont envoyées vers un superviseur qui est souvent à la cave, et globalement, objectivement, les données qui remontent des systèmes de gestion de GTB centralisés servent pas à grand chose. Parce que si la personne n'est pas devant son écran, globalement, il est alerté par quelqu'un d'autre que ça marche plus, et finalement, c'est plus la GMAO qui a de la valeur que la supervision GTB, entre guillemets. Et donc on a des millions de données qui remontent dans un superviseur qui est à la cave, et les données, on s'en sert pas. Donc l'IoT, la grosse révolution, c'est que maintenant on commence à avoir des capteurs qui envoient directement leurs données vers des systèmes qui sont reliés à des systèmes d'analyse qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. Donc dans les systèmes IoT, là où ça révolutionne un petit peu le marché, c'est pas le capteur qui révolutionne le marché. Le capteur n'est pas très cher, ça c'est intéressant, mais c'est surtout que le capteur est associé à une intelligence qui, elle, peut apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et donc ça, on voit aujourd'hui dans les évolutions beaucoup de nouveaux silos IoT qui arrivent, qui sont toujours des silos en termes de système d'information, parce que c'est je déploie un capteur pour un service. Après, bien sûr, j'ouvre mes API pour faire en sorte que les données puissent être disponibles, mais c'est quand même un capteur pour un service en particulier. Et puis la troisième évolution dans le monde du bâtiment, c'est le BIM. Et le BIM, c'est une révolution qui apporte ce qui va être lié à des termes comme le référentiel unique, comme le jumeau numérique. Alors, le jumeau numérique, c'est beaucoup plus large que le BIM, hein, mais voilà, en gros, c'est une révolution qui permet maintenant d'envisager d'avoir un référentiel de description unique du bâtiment qui soit très riche et qui arrive un petit peu pour perturber toutes ces applications, parce que finalement, je vous l'ai dit, dans toutes ces applications, on a des coûts d'intégration, et la majorité des coûts d'intégration, c'est le coût du référentiel, le coût d'intégration du référentiel. Alors là, on arrive avec quelque chose, le BIM, qui est une nouvelle source de données qui existe avant toutes les autres, qui existe avant que chacun de ces systèmes soit installé dans le bâtiment, et qui fournit déjà une description du référentiel bâtimentaire qui est beaucoup plus riche que toutes les autres. Et donc là, c'est une révolution qu'il faut aussi prendre en compte. Donc là, sur ce slide, on voit les trois évolutions en cours. L'ouverture des API et l'interconnexion des systèmes qui engendrent des nouveaux coûts qui sont les développements de connecteurs. L'IoT qui engendre des nouveaux coûts qui sont des nouveaux silos IoT, des nouveaux services IoT à valeur ajoutée. Et le BIM qui est aussi un nouveau silo, entre guillemets, puisque c'est une nouvelle source de données qui nécessite quand même beaucoup d'investissement. Donc on a 4 nouvelles sources technologiques, mais on a aussi 4 nouvelles sources de dépenses. Enfin, 3 nouvelles sources de dépenses. Et donc on va essayer de, pareil, comme tout à l'heure, de qualifier ces sources de dépenses. Donc en objectif, combien coûte aujourd'hui du BIM, à la réalisation d'une maquette BIM digne de ce nom dans un bâtiment? J'ai été assez léger, d'après la littérature, ce qu'on trouve c'est que le BIM management en phase amont, on est entre 4 et 10 euros par mètre carré quand on veut vraiment faire du BIM management. Je suis resté à peu près à 4 euros par mètre carré. Et donc finalement, créer une maquette BIM digne de ce nom, qui soit exploitable, ça nous coûtera au minimum 4 euros par mètre carré en CAPEX, c'est-à-dire en investissement lors du projet. Mais si on veut en plus
qu'elles vivent et qu'elles continuent à vivre, ce qui n'est pas réellement le cas aujourd'hui, hein, pendant la phase d'exploitation, mais il va falloir la maintenir. Quand on recloisonne, il va falloir faire évoluer la maquette BIM. Quand on modifie les choses, il va falloir faire évoluer la maquette BIM. Et donc on a des nouveaux métiers qui apparaissent, qui sont le BIM manager en exploitation, et ça aura un coût, et on peut estimer ce coût à peu près à 20% du coût de la création de la maquette. On reste quand même dans quelque chose qui est du digital, et finalement le digital, on est à peu près toujours pareil. Si on a 1 comme coût de CAPEX, on va toujours avoir 0,2 en coût d'OPEX, 20% en coût d'OPEX. On a toujours nos systèmes IoT et IT complexes, donc ils ont toujours les mêmes coûts, à peu près 4 € par mètre carré en CAPEX et puis 0,8 € par mètre carré par an en OPEX. Ça n'a pas changé, sauf qu'on commence à en mettre de plus en plus. Et puis, on a de nouvelles sources de dépenses qui sont la création des connecteurs entre systèmes. Et ces connecteurs, bah, alors soit ils existent déjà et on a quand même un coût de paramétrage qu'on peut estimer à peu près à 2 € par mètre carré par an. Pourquoi? Parce que un connecteur entre deux systèmes, il faut faire le lien entre les bases de données des systèmes et relier un référentiel avec un autre. Donc comprendre ce référentiel, comprendre celui-ci, faire en sorte de paramétrer le connecteur pour qu'il fasse le lien entre les deux et faire son commissionnement. Et ça a un coût, parce que encore une fois, on est dans un bâtiment c'est complexe, et puis il faut réussir à lier deux bases de données entre elles. Et puis quand le connecteur n'existe pas, il faut le développer, et on a des coûts de développement de ces connecteurs qui sont entre 5 000 et 20, 25, 30 000 € en fonction de la richesse des connecteurs. Donc là, je vous ai mis aussi les coûts assez bas, à 5 000 € quand le connecteur n'existe pas. Et donc, pour tout ramener encore au mètre carré, je dis que finalement, la création d'un connecteur aujourd'hui, ça peut vous coûter entre son coût de création d'intégration, à peu près 2,25 € par mètre carré en CAPEX. Ça comprend tous les coûts, hein, pas juste l'achat, le développement, etc., mais aussi l'installation, l'intégration, le paramétrage. Et puis ensuite, il va falloir le maintenir. Le maintenir parce que si j'ai un recloisonnement et que j'ai un référentiel qui change dans un système, mais il faut le faire changer dans l'autre système, il faut mettre à jour le connecteur pour qu'il prenne à jour ces changements. Et donc ça a aussi un coût qu'on peut estimer à 20% du coût CAPEX. Donc si je reprends cette analyse de la valeur et cette analyse des coûts, et que je reprends mon bâtiment de 20 000 m², on va dire que dans ce bâtiment de 20 000 m², l'objectif, c'est pas de rester au même nombre d'applications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, mon bâtiment, je veux le rendre plus intelligent. Donc, je vais essayer d'enrichir un petit peu les systèmes OT. Donc, soit je passe à 5 systèmes, soit je rajoute un nouveau système, soit plutôt, les systèmes ont tendance plutôt à évoluer, à être de plus en plus complexes, on met de plus en plus de capteurs. Donc là, on va dire que j'ai 20% d'augmentation de la complexité de ces systèmes, d'augmentation du nombre de capteurs. Puis surtout, je suis en train de rajouter plein de services dans le bâtiment. Donc la promesse de demain, c'est de rajouter une dizaine de services IoT dans lesquels je vais faire remonter pas mal de données sur des métriques que j'avais pas dans la GTB, par exemple, euh, euh, parce que la GTB n'est pas complète. Si je veux avoir des notions de bruit, si je veux avoir des notions d'hygrométrie, des notions de luminosité. Alors il y a de nouvelles GTB qui le mettent, mais elles ne l'avaient pas toutes. Voilà, et donc potentiellement je peux faire remonter beaucoup plus de données ici. Et puis surtout, je commence à mettre de plus en plus d'applications IT, d'intelligence artificielle, de services smart. Donc j'ai dit qu'un bâtiment, demain, objectivement, ce qu'on aimerait bien savoir, non pas 10 services, mais 25 services. 25 services, dont 5 OT très complexes, très chers, 10 IoT parce que c'est en train de se développer, et puis une dizaine de services IT. Et donc si on regarde sur ce bâtiment-là, globalement, si je veux en faire un bâtiment intelligent, il faut que je déploie les 10 services IT. Vu leur coût, ça me fait, pour 10 services IT, ça à peu près un investissement de 400 000 € et ensuite de la maintenance pour 80 000 € par an. Si je veux déployer ces 10 services IoT, c'est un investissement de 800 000 € à peu près en commissioning, voilà, et puis il va falloir, enfin, en installation, en achat, en installation, et puis il va falloir les maintenir derrière, et puis j'ai toujours mes services OT. Mais j'ai en plus une ligne supplémentaire qui est, maintenant je veux rendre mon système intelligent. Donc je dois connecter ces 25 systèmes. Si on est dans un mode, ce qu'on appelle spaghettiware, ce que je vous montrais finalement, juste je reviens de slide en arrière, c'est-à-dire ce mode où je connecte tout avec tout, finalement le nombre de connecteurs que je dois mettre en place pour rendre mon système intelligent, si j'ai 25 applications, le potentiel de connecteurs c'est 350 à peu près. Donc si je voulais que mon système soit complètement intelligent, et que tout le monde puisse dialoguer avec tout le monde, échanger les données avec tout le monde, il faudrait que je développe 350 connecteurs. J'ai été gentil, j'ai dit que finalement on n'a peut-être pas besoin de faire ça et qu'on va développer qu'un tiers. Donc une centaine de connecteurs pour rendre le système intelligent.
Et là, tout de suite, si on est au coût des connecteurs, on arrive sur un budget connecteur qui est de l'ordre de 4,5 millions d'euros pour 25 applications et 800 000 euros par an de maintenance. J'ai fait exprès de mettre ça parce que finalement, c'est pas un système qui est si intelligent que ça. C'est un système dans lequel, si on regarde non seulement le coût global, je vais poser une question qui est toute rhétorique parce que je vais y répondre juste après, mais je ne pense pas que vous me disiez que ça va être possible. En gros, je ne pense pas que quelqu'un pense que sur un bâtiment de 20 000 m², on va dépenser 8 millions d'euros pour des systèmes demain, pour rendre le système un petit peu plus intelligent. Et surtout, on ne va pas dépenser 1,5 million en maintenance pour faire ces systèmes. Autrement dit, on arrive sur une incompatibilité complète entre la promesse technologique et le coût. Je veux aller vers le bâtiment digital, mais si je vais dans cette voie-là, j'ai un coût qui est complètement rédhibitoire et qui ne me permet pas d'avoir quelque chose de rationnel, voilà, et de pouvoir vraiment développer ces choses-là. Et donc là, pour essayer de comparer ça avec le premier cas, bah, finalement on arrive sur un coût où une application, il n'y a plus juste son coût qui rentre en œuvre, il y a le coût de l'application plus le coût du ou des connecteurs associés à cette application pour qu'elle puisse finalement apporter sa promesse. Et donc là, ça veut dire qu'on a un coût moyen par application qui est de l'ordre de 16,20 € par application, alors que tout à l'heure, on était de l'ordre de 10 euros. Donc finalement, je veux plus d'applications, mais non seulement je suis proportionnel au coût pour chaque application, mais en plus, chaque application, comme je veux la connecter aux autres, elle va me coûter plus cher, beaucoup plus cher. Et donc je suis dans un système qui n'est pas évolutif. Parce qu'économiquement, on n'est pas capable de soutenir cette évolution. Et donc là, on arrive à la troisième étape, qui est une autre architecture basée sur ce qu'on appelle un référentiel commun et un BOSS, c'est-à-dire une architecture dans laquelle on va essayer vraiment de faire la convergence OT-IT. Et donc là, le schéma, c'est un schéma qui est différent de celui qu'on présentait, parce que vous voyez que tout à l'heure, on avait nos applications, on restait avec nos applications et les systèmes existants, et on essayait de connecter des systèmes existants entre eux. Donc on mettait du réseau, on développait des connecteurs, on avait des API. Là, on a une approche qui est différente, parce qu'on a une approche dans laquelle on vient rajouter un nouveau système qui n'existait pas hier, qui est un système cœur. Et ce système cœur, c'est un peu la moelle épinière du système intelligent. C'est ce qu'on appelle le boss chez nous, et ce boss, c'est un système qui a vocation finalement à gérer la complexité des connecteurs, à permettre la rationalisation aussi du jumeau numérique et du référentiel commun. Donc c'est un système qui a vocation à gérer le référentiel commun pour tous les autres systèmes et à rationaliser le développement des connecteurs. Dans l'autre cas, 25 systèmes, c'était potentiellement 350 connecteurs pour rendre vraiment les choses complètement intelligentes. Euh, Dans ce cas-là, 25 systèmes, c'est 25 connecteurs pour rendre le système intelligent. Donc là, on est dans un système qui est un système intelligent, où on a rajouté une nouvelle couche, finalement, une couche intermédiaire, qui est une couche de convergence IT-OT, je me suis trompé, j'ai mis IO, bref. Une couche de convergence IT-OT, avec un nouveau système qui a pour vocation à gérer le jumeau numérique et à rationaliser le nombre de connecteurs. Donc là, on le voit très bien pour la rationalisation du nombre de connecteurs. Ce que je vous montre après, c'est que si là vous considérez que vous avez tous vos systèmes hier, tous vos systèmes qui fonctionnaient un petit peu en silo qu'on voulait connecter, tous ces systèmes proposent des services, ont besoin de données et doivent mettre en place un référentiel. Eh bien, un boss, c'est un système central qui finalement va prendre le pas sur une partie des compétences de chacun des systèmes, c'est-à-dire c'est lui qui va gérer le référentiel pour tous les autres systèmes. Donc non seulement il rationalise le nombre de connecteurs, mais en plus, il rationalise le référentiel de données en faisant en sorte que tous les systèmes fonctionnent avec le même référentiel de données. Et donc, que tous les systèmes puissent être compatibles, parce que si j'ai une alarme sur un équipement, eh bien cet équipement, c'est celui qui est référencé aussi dans la gestion de patrimoine, dans la GMAO, et donc une série d'alarmes sur un équipement va pouvoir se transformer en un ticket GMAO, parce qu'on a une donnée pivot qui est l'équipement du référentiel unique commun. Donc, on rentre dans un schéma d'architecture dans lequel non seulement le premier schéma, je vous montrais, on rationalise le nombre de connecteurs, mais en plus, on rationalise l'intégration des systèmes parce qu'on dit qu'il n'y a plus besoin d'intégrer un référentiel par objet et puis de faire évoluer un référentiel par système, ce qui va être très compliqué. Mais on va avoir un référentiel commun qui, lui, va pousser automatiquement son référentiel vers tous les systèmes. Et donc là, on a l'apport d'un référentiel unique, la rationalisation du coût d'intégration des systèmes et de la gestion du jumeau numérique sur le long terme pour la rationalisation aussi de la maintenance du système. Et le troisième point, c'est l'évolutivité. Dans le cadre des premiers systèmes, quand je voulais évoluer, je rajoutais un nouveau système,
Et donc potentiellement, comme tout n'était pas vraiment connecté ou c'était compliqué, bien j'étais quasiment obligé de rajouter à chaque fois que je voulais mettre un système IoT qui avait besoin d'une donnée d'un équipement, j'étais obligé de rajouter des équipements, donc des capteurs, des actionneurs et le service qui va. C'est l'évolution de l'IoT aujourd'hui. Bien, finalement, dans un système comme ça, on va dire que l'objectif, c'est pas de rajouter des capteurs. Un système n'est pas plus intelligent parce qu'on rajoute plus de capteurs. Si on rajoute des capteurs différents, qui sont vraiment différents de ceux qui existent, alors oui, on peut augmenter l'intelligence. Mais si on rajoute des capteurs redondants, j'ai plein de capteurs GTB de température partout et je rajoute des petites boîtes sur mes bureaux qui me refont qui me reprennent la température, j'ai pas augmenté l'intelligence de mon système. J'ai juste dépensé plus pour avoir exactement les mêmes données. Autrement dit, ce qui fait qu'un système est plus intelligent, c'est pas forcément l'augmentation du nombre de capteurs. On est d'accord, si on n'a pas les capteurs, on n'est pas intelligent, mais c'est pas l'augmentation du nombre de capteurs, c'est l'augmentation du nombre de services et d'analyses qui va au-dessus. Et donc quand on a un boss comme ça, finalement, si on a énormément de systèmes qui remontent leurs informations, ben, on peut enrichir l'intelligence du système en rajoutant simplement des petites applications, des petits services, sans avoir non seulement à rajouter des capteurs qui pourraient être redondants, sans avoir à acheter des capteurs et à faire des installations qui sont inutiles, en faisant l'économie du commissioning, parce que installer des capteurs, c'est aussi une intégration et un commissioning qui est beaucoup plus important, donc on utilise des capteurs existants qui sont déjà commissionnés dans les bases de données existantes, et donc on limite aussi les phases de commissionnement. On augmente le ratio valeur-intégration parce que, on l'a dit, ce qui a vraiment de la valeur ajoutée, c'est les systèmes d'analyse, c'est pas les objets en eux-mêmes. Et donc là, on rajoute plein d'analyses, donc on rajoute de l'intelligence, et donc le ratio intelligence par rapport au coût est largement amélioré. Et en plus, on remplace finalement, au lieu d'installer un système IoT qui coûtait 4 € par mètre carré, ben, on remplace juste par un service IT qui va utiliser des données existantes, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, puisqu'il est à peu près à 2 € ou inférieur à 2 € par mètre carré en coût d'installation. Donc en installant ça, finalement, ben, on évite énormément de coûts. Non seulement on enrichit, mais en plus on évite d'installer des nouveaux systèmes qui coûtent effectivement cher, il va falloir maintenir. Et donc si je reprends mon analyse de la valeur, euh, bien finalement, je vais dire que grâce à une architecture telle que celle-ci, quand j'installe un service smart, il va toujours me coûter, il y a toujours un coût d'achat de licence qui est à peu près équivalent. Par contre, il y a un coût d'installation qui est inférieur. Pourquoi? Parce que je vais reposer sur un référentiel unique. J'ai pas besoin d'acheter un outil qui va me permettre de créer mon référentiel. Et puis le référentiel, il va être poussé automatiquement. Donc en fait, et surtout, il va être poussé alors qu'il est déjà commissionné, ce référentiel unique. Donc toute la partie commissionnement et la partie intégration, finalement, est réduite. Pareil, dans les systèmes IT ou IoT complexes, quand je mets en place ce système-là, je vais pouvoir non pas réduire le coût d'achat, si je dois acheter des nouveaux capteurs, ils coûtent le même coût, je dois les installer, je dois faire le commissionnement. Par contre, j'ai mon référentiel unique. Et donc mon référentiel unique, il est poussé. Je suis sûr de ne pas faire un référentiel qui est différent de celui des systèmes voisins. Donc ça réduit mes coûts d'intégration et ça réduit mes coûts de commissionnement parce que je repose sur un référentiel qui est déjà préexistant. Et le référentiel, la mise en place du référentiel, c'est à peu près la moitié du coût d'intégration du système. Et pareil pour les systèmes OT complexes, potentiellement si j'en rajoute un demain, bon, j'ai toujours le coût d'achat, j'ai toujours le coût d'installation, mais par contre je diminue mon coût d'intégration et de commissionnement, encore une fois, parce que j'apporte ce référentiel unique qui est déjà préexistant. Donc finalement, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'apport d'un boss, effectivement, l'apport d'un boss et d'un jumeau numérique, ça ne peut pas être sur une application spécifique que vous allez trouver toute la valeur. Par contre, ça fait diminuer les valeurs, diminuer les coûts sur l'ensemble des applications. Et en plus, et donc diminuer les coûts, ça veut dire qu'on va pouvoir économiquement, ça rend économiquement viable le passage au smart building. Et donc si je reprends mon bâtiment de 20 000 m², eh bien finalement je vais installer autant de systèmes, j'ai 25 systèmes. Par contre, j'ai une nature de système qui est différente, parce que avec un système, avec une architecture comme celle-ci, j'ai plus besoin, à chaque fois que je vais installer un système, un nouveau service, d'installer des capteurs. Donc finalement, je remplace l'installation de services avec des capteurs, j'en avais 10 tout à l'heure, par l'installation d'applications qui vont réutiliser des données existantes. Donc déjà, pour arriver au même résultat d'intelligence, entre guillemets, j'ai besoin d'installer des services qui coûtent moins cher. Et je peux installer beaucoup plus de services qui coûtent moins cher. Par contre, j'installe un boss. Un boss,
ça a à peu près le coût d'un système IoT. On va dire que c'est à peu près 4 € par mètre carré en coût d'installation et puis il y a un coût d'OPEX. Donc là, j'ai un système supplémentaire ici et puis j'ai toujours mes systèmes OT. Et par contre, ce que je vais rationaliser, c'est que tout à l'heure, pour avoir une intelligence potentielle, d'un tiers de ce à quoi j'aimerais arriver, c'est-à-dire 100 connecteurs, bah, ici, pour avoir une intelligence complète, donc un système complètement intelligent, j'ai besoin de 25 connecteurs. Et donc si je reprends, j'ai toujours les mêmes coûts de connecteurs, j'ai toujours les mêmes coûts OT, j'ai même toujours les mêmes coûts IoT, et j'ai toujours les mêmes coûts IT, bah, finalement, pour un système qui est beaucoup plus intelligent, je rationalise et au lieu d'arriver à 8 millions, j'arrive à 4 millions d'investissement sur ce bâtiment et 720 000 € d'OPEX. Et donc finalement, on regarde qu'on a des coûts, on passe du bâtiment automatisé au smart building. Évidemment, ça coûte plus cher, voilà, mais ça apporte aussi 10 fois plus de services. Donc ça coûte plus cher, mais par contre, si je regarde un ratio, au coût par application, je suis beaucoup moins cher. Dans le premier cas, avec des systèmes silotés, j'étais à 10 €, 10,50 € par application. Dans le cas où je suis en spaghettiware, entre guillemets, je suis à 16 €, 16,50 € par application. Ici, globalement, j'arrive à un cas où je suis à 8 € par application. Pourquoi? Parce que je peux facilement augmenter le nombre d'applications intelligentes qui n'ont pas besoin de grosses installations de commissioning. Je diminue le nombre de nouvelles applications qui ont besoin de capteurs parce que je réutilise les capteurs existants et les données des capteurs existants. Et donc, maintenant, je vais essayer de résumer ça sur un tableau et de faire une autre analyse en plus de tout ça. C'est bien d'avoir dit que, globalement, j'arrive à rationaliser les coûts. Mais surtout, je rationalise les coûts à un niveau d'intelligence qui est pas le même. Et pour ça, on va essayer de discuter autour d'un indicateur qui serait, quel est le QI du système que je suis en train de mettre en place? Le quotient intellectuel, la quantité d'intelligence du système que je suis en train de mettre en place. Alors c'est encore une fois, hein, l'objectif, c'est de se donner des métriques. C'est de se donner des métriques qui sont, pas forcément qui essayent d'être le plus objectifs possible parce qu'on les ramène à des coûts, à des euros. Voilà. Le QI, on va dire que la métrique que je suis en train de vous donner, elle a la même valeur que le QI, que le QI, heu, qu'on peut voir sur des personnes. Alors, ce QI, moi, mon objectif, c'est de vous dire: je suis en train de déployer plusieurs systèmes, plusieurs services, plusieurs logiciels, plusieurs applications sur ce bâtiment, lesquels apportent vraiment de la valeur. Est-ce qu'on peut réussir à noter de 1 à 10 la valeur apportée par chacun de ces systèmes? Dans la discussion, objectivement, euh, est-ce qu'un connecteur entre deux applications apporte intrinsèquement de la valeur? Est-ce qu'il vous sert, vous, directement? Pour moi, un connecteur entre deux applications, il est là parce qu'il est nécessaire, il est indispensable, mais en lui-même n'apporte pas de valeur. C'est parce qu'il permet de développer, de récupérer les données de capteurs et de développer des applications smart que ça va avoir de la valeur. Donc en gros, ce qui a de la valeur, c'est l'application smart. Si on devait donner deux exemples pour essayer d'identifier quelle est la valeur entre un système OT et un système IT, je dirais, ben voilà, aujourd'hui, dans les processus de décision de votre entreprise, concrètement, est-ce que vous estimez que la supervision GTB a vraiment de la valeur dans le processus de décision de votre entreprise, comparé à votre système de GMAO ou votre système de gestion patrimoniale? Objectivement, je pense qu'un système smart, qu'un service smart, qu'un système de gestion patrimoniale, en valeur frontale, apporte beaucoup, beaucoup plus de valeur qu'une supervision GTB. La supervision GTB, elle n'est pas là pour apporter de la valeur, elle est là pour ne pas en perdre, pour faire en sorte que les systèmes ne tombent pas en panne. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, en plus, les systèmes, objectivement, tombent en panne, et que 5 ans après avoir installé une GTB, il n'y en a pas beaucoup qui sont à la hauteur heu, des espoirs qu'on a mis dans cette GTB, puisqu'elle tombe énormément en panne. On a tellement d'alarmes qu'on les arrête et puis finalement la GTB fonctionne plus ou moyennement ou plus très bien. Voilà. Donc en termes de valeur, moi je me suis amusé à faire l'exercice, faites-le aussi, de votre côté. Je me suis amusé à donner des notes de 1 à 10 sur vraiment, ce serait une genre de pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, j'ai pas mis là, mais je pourrais en discuter après, sur vraiment quelle est la valeur apportée par chacun de ces systèmes. Donc moi, je suis arrivé à peu près à cette note, c'est-à-dire que des connecteurs, ça n'a pas de valeur. Intrinsèquement, un connecteur, c'est parce qu'on a un connecteur qu'on rajoute de la valeur ici, mais ce qui a de la valeur, c'est l'application IT. Les systèmes OT, attention, les systèmes OT ont de la valeur. La GTB, en soi, elle permet de piloter. Moi, je ne parle pas de la GTB elle-même, je parle de la remontée de données de la GTB. Aujourd'hui, la remontée de données GTB, elle sert finalement, elle est envoyée dans un superviseur qui est à la cave. Et ce superviseur qui est à la cave, il n'y a pas grand monde qui est devant en permanence, et ce qu'on regarde, c'est juste les alarmes. Donc
un dixième, même pas un centième des données qui sont remontées de la GTB. C'est vraiment elles qui vont être importantes. Et objectivement, dans les processus de décision de l'entreprise, tant qu'on n'a pas connecté cette GTB, elle n'a pas de valeur. Donc ce qui apporte de la valeur, c'est pas les données de la GTB aujourd'hui, telles qu'elles sont utilisées, elles n'apportent pas de valeur. Et c'est pas la GTB elle-même ou la GTC ou la supervision qui apporte de la valeur. Demain, ça va être si je suis capable de les connecter avec des services smart, avec de l'énergie management, avec de la maintenance prédictive, etc. Là, je vais apporter de la valeur. Donc le système OT aujourd'hui, il coûte excessivement cher pour finalement très peu de valeur ajoutée dans la gestion de ces données. Les systèmes IoT, c'est différent. Les systèmes IoT, justement, là où ça prend le pas, c'est qu'on a directement connecté l'objet et la donnée de l'objet avec un service smart qui va essayer d'apporter plus de valeur et d'être plus haut dans la pyramide de Maslow. Et donc là, on peut estimer que finalement, un système IoT, c'est un système qui apporte déjà plus de valeur ajoutée, il s'est concentré sur ça. Et surtout, il est moins cher à déployer. Et puis là, les applications IT, là, c'est vraiment les applications métiers à la fin pour améliorer la maintenance, améliorer sa gestion patrimoniale, améliorer le confort utilisateur, augmenter la productivité. C'est là qu'on va avoir vraiment toute la valeur. Autrement dit, un système intelligent, ou vraiment intelligent, c'est pas un système qui multiplie les capteurs ou les connecteurs, c'est un système qui multiplie les services à valeur ajoutée. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place une infrastructure, une architecture de système d'information qui va permettre de multiplier facilement ces services sans avoir à multiplier les capteurs et les systèmes à l'intérieur. Et donc de ce point de vue, si je compare les trois architectures dont on a parlé avant, l'architecture actuelle en silo, l'architecture en spaghettiware et l'architecture qui repose sur un boss, et bien finalement, si je veux avoir le même nombre entre guillemets de services, donc 25 services, si je suis en silo, je vais devoir, en gros, déployer beaucoup de systèmes d'information OT pour pouvoir avoir des services qui ont un peu de valeur ajoutée, parce qu'à chaque fois que je déploie un service, il faut que je déploie l'ensemble des capteurs et le nombre de capteurs donc c'est des architectures en silo, c'est des architectures qui nécessitent pas le développement de connecteurs, parce qu'elles ne sont pas connectées, mais qui nécessitent énormément, qui privilégient finalement le déploiement de capteurs et le déploiement d'objets connectés à l'intérieur. Donc soit l'IoT, soit l'OT. Voilà. Et qui ne privilégient pas ces systèmes-là, parce que ces systèmes-là ne sont pas connectés, ne récupèrent pas les données. Donc si je veux avoir des données pertinentes, il faut que j'installe des tonnes de capteurs, y compris s'ils sont redondants. Donc au final, si je donne une note, donc si j'ai 5 applications qui m'apportent 10 en valeur ajoutée, 10 qui m'apportent 4 et puis 10 qui m'apportent 1, j'ai un niveau de QI moyen de mon système qui est de l'ordre de 100, voilà, pour un coût qui est de l'ordre de 10,55 € par application. Donc si je fais un ratio du quotient intellectuel ou de la quantité d'intelligence du système dans un système en silo par rapport au coût, je suis à 9,48. Donc inférieur à 10. Je me mets dans le cadre du spaghettiware. Là, je dis que le spaghettiware, on fait de la connexion. Donc déjà, si on fait de la connexion, c'est-à-dire qu'on va éviter, en développant des connecteurs, j'évite de rajouter des capteurs. Parce que je peux réutiliser les capteurs existants. Donc déjà, là, on est dans quelque chose de bien. Par contre, il faut que je déploie plein de connecteurs. Et comme ça coûte cher de déployer des connecteurs, parfois, il vaut mieux que je déploie plus d'IoT. Voilà. Donc finalement, j'ai des systèmes dans lesquels je peux rajouter des systèmes intelligents au-dessus, mais un système intelligent, c'est l'application plus ses connecteurs. Voilà. Et parfois, c'est moins cher de rajouter de l'IoT et de faire un système en silo en IoT. Donc au final, je suis déjà sur un système, si je fais mon rapport 10 x 10, plus, enfin, si je calcule ma quantité d'intelligence du système, les connecteurs en eux-mêmes n'apportent pas d'intelligence. Ça, c'est 5 points d'intelligence. Là, c'est 40 points d'intelligence. Et là, c'est 10 x 10, donc c'est 100 points d'intelligence. Donc j'arrive à un quotient intellectuel de mon système qui est de l'ordre de 145 pour un coût de développement de chaque application et de ses connecteurs qui est de l'ordre de 16,20 €. Et donc si je fais le ratio quantité d'intelligence sur, sur le coût, je vois que je suis plus faible encore que ces systèmes-là. Et globalement, économiquement, c'est pas rentable, c'est pas viable. Voilà. Et enfin, si j'arrive sur le dernier système, sur les systèmes qui contiennent un middleware, là j'arrive sur des systèmes qui privilégient finalement le déploiement d'applications à valeur ajoutée plutôt que le déploiement de connecteurs, de capteurs et de connecteurs dans le système, puisque je rationalise le nombre de connecteurs. Je ne suis pas obligé de rajouter des capteurs pour faire un nouveau service, puisque les données de tous les capteurs existants sont disponibles et je peux les réutiliser. Donc, je privilégie plutôt le développement d'applications et de services smart plutôt que le déploiement de capteurs dedans. Et donc,
Un système smart, c'est pas un système qui a le plus de capteurs possible, c'est un système qui rationalise le nombre de capteurs et qui, pour un nombre de capteurs donné, est capable d'extraire plus d'intelligence. Et donc là, on est sur un système de ce type-là et on privilégie ça. Et donc là, si on fait juste le même ratio, si j'arrive plutôt à déployer 15 applications smart qui me coûtent moins cher et à limiter le nombre de développement d'applications IoT et OT, et limiter le nombre de connecteurs, bah finalement, j'ai un ratio d'intelligence, un quotient intellectuel de 179 pour un coût par application de 8,36 €. Et là, on voit que j'explose tout en termes de ratio, quantité d'intelligence sur coût. Et en fait, c'est pas étonnant. Si vous regardez tous les systèmes intelligents qui existent aujourd'hui sur le marché, un ERP, une plateforme PLM, un être humain, un animal, tous ces systèmes intelligents, si on fait un peu de biomimétisme, sont des systèmes qui sont constitués autour d'un middleware, d'un boss, d'un middleware, d'un OS, d'un système central qui a vocation à rationaliser la complexité. Voilà. Un système intelligent, c'est complexe, eh bien on a une plateforme qui est là pour rationaliser la complexité. Dans le corps humain, votre corps humain, tout est centralisé autour de la moelle épinière, qui est le cœur de votre système, et qui va rationaliser les connexions et l'envoi des messages. Quand vous prenez un ERP, vous avez un cœur de système ERP, ça coûte cher, mais essayez de faire sans. Essayez de faire sans cœur de système, sans SAP, sans Oracle, sans Microsoft. Globalement, dans un cas c'est possible, dans l'autre cas ça ne l'est pas. Voilà. Et donc on voit bien pourquoi, on voit bien que l'objectif c'est d'être plus intelligent pour offrir plus de valeur, et finalement si on fait juste une fonction de coût qui est rapport quotient intellectuel sur le coût, dès qu'on part sur un middleware, là on a des coûts qui sont possibles. Enfin ça rend le déploiement complètement possible. Voilà. Et là, on essaie vraiment d'objectiver ça en se donnant deux métriques, un quotient actuel et un rapport de coût. Bien sûr, tout est discutable, hein. Sur ces coûts, on est peut-être à 3-4 € de plus, 3-4 € de moins, etc. Mais je pense qu'on a des métriques qui sont quand même assez correctes vis-à-vis de celles qu'on trouve sur le marché. Et donc, si je devais conclure avant de passer aux questions, et je suis à pile 1 heure, bon, on aura encore du temps pour les questions. La conclusion, c'est que si vous faites sans boss, bah, vous avez l'existant. Si vous faites sans OS, sans middleware, sans boss et sans jumeau numérique, vous pouvez faire l'existant. C'est-à-dire que vous êtes capable de gagner 3 € par mètre carré par an. Voilà. Mais globalement, si vous voulez aller vers de la connexion et juste j'utilise l'API et je fais des tonnes de connecteurs partout, tout le reste, c'est pas possible. C'est pas possible d'évoluer vers le bâtiment intelligent parce qu'il y a un système en spaghettiware, comme on l'appelle, est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop complexe. Si je veux avoir 100 applications demain, il me faut des milliers, voire des millions de connecteurs, des milliers de connecteurs, et c'est juste impossible techniquement à maintenir. Et puis surtout, c'est impossible économiquement. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que on ne parle pas uniquement de technique. Même si c'était possible techniquement, pour 25 applications, ou 10 ou 15 applications, économiquement, c'est pas rentable, c'est pas viable. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à récupérer. En gros, on est obligé de dépenser 16-20 € pour gagner 30 €. Alors dans l'autre cas, on ne dépense que 8 €. Donc, économiquement parlant, aujourd'hui, les évolutions vers le smart building qui visent qu'à rajouter finalement des API et à essayer de faire des connecteurs entre logiciels en mode spaghettiware, ça n'est pas économiquement viable et ça ne permet pas d'évoluer vers le smart building, même vers la deuxième étape du smart building. Par contre, si vous mettez en place des systèmes d'information intelligents qui reposent sur des architectures de systèmes d'information intelligents qu'on n'a pas inventés, hein, on n'a pas inventé un OS, on n'a pas inventé la moelle épinière, on n'a pas inventé les cœurs de plateforme ERP. Par contre, on s'inspire de l'ensemble de ces systèmes qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont ceux qui existent sur le marché. Mais finalement, on voit bien qu'ils existent parce qu'ils apportent un ratio intelligence sur coût qui permet d'évoluer vers le bâtiment digital. Et donc là, non seulement la deuxième étape est possible, mais aussi la troisième. Et on a vraiment des systèmes évolutifs sur lesquels on peut même faire évoluer le coût des applications. Et demain, je suis persuadé qu'on n'arrivera non pas à 8 € par application, mais potentiellement à 4 ou à 2 € par application. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans la conclusion, c'est de vous dire que tout ce qu'on fait, si vous regardez ce qu'on fait chez Spinelcom, bien sûr, c'est d'essayer de développer ce cœur de système qui va gérer deux choses, qui apporte le boss avec la rationalisation des connecteurs et le boss pour la rationalisation du référentiel commun. Donc c'est ces deux choses qu'on met vraiment en avant, et pas uniquement l'une des deux. Et que quand on apporte ça, on est capable d'aller vers la dernière étape, qui est le bâtiment digital. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est le boss sur lequel on a géré toutes les données, on a fourni un référentiel commun, et au-dessus de ce référentiel, on a des connecteurs vers les différentes applications,
et en plus les applications se partagent tous le même référentiel bâtimentaire. Et ça, c'est vraiment 2 notions, le jumeau numérique du bâtiment qui correspond au référentiel unique du bâtiment sur tout son cycle de vie et qui facilite l'intégration et la mise à jour de l'ensemble des systèmes, et le BOSS qui facilite, qui rationalise le nombre de connecteurs pour offrir vraiment la valeur et pour essayer d'aller vraiment vers des systèmes qui privilégient demain l'ouverture vers des services à forte valeur ajoutée plutôt que le déploiement de nouveaux capteurs. On est arrivé à la fin, j'ai tenu pour une fois pile 1 heure et donc je vous propose de poser vos questions, n'hésitez pas. J'espère que, voilà, que ce webinaire vous a servi. Encore une fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'objectiver, de mettre des coûts en face des déploiements, de mettre des coûts en face d'une architecture, pour vraiment, en face arriver à une étude qui est pas uniquement technologique, mais qui est aussi, économique. Alors, je vais prendre vos questions maintenant. Donc, quel est le coût pour une société informatique pour prendre en main le BOSS et développer ses propres applications? Alors là, ça va être des coûts de formation. Prendre en main le BOSS, nous de notre côté, je vais vous dire c'est exactement ce qui a été fait avec l'EDF par exemple, qui a fait ça. Donc ils sont venus, ils ont fait nos tutoriels en ligne, ils sont venus, ils ont eu une formation de 5 jours chez nous, et puis après on a co-développé avec eux la première application. Donc on a eu 5 jours de formation plus un co-développement, et maintenant ils sont autonomes sur le sujet. Alors après il y aura des certifications parce qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi, mais je dirais que c'est un coût d'investissement qui est équivalent à celui d'un développeur qui doit prendre en main Windows. On n'est pas aussi riche encore, hein, voilà, mais quand vous devez prendre en main Windows, vous avez un développeur qui apprend .NET, qui fait des tutoriels et qui développe ses premières applications et puis progressivement devient de plus en plus compétent. Pareil quand vous devez, développer sur SAP, voilà. La grande différence, c'est que nous, nos API sont en ligne, sont gratuites. Vous pouvez commencer à faire des tutoriels même gratuitement. Par contre, on vous propose des coûts de formation, donc je dirais que pour 5-10 000 €, vous avez formé un collaborateur qui devient vraiment pertinent sur ces sujets-là et qui serait capable de déployer pour le compte de votre client des applications qui, elles, coûteront plusieurs milliers, voire millions d'euros. Alors, comment vous positionnez-vous par rapport à la volonté de Microsoft d'entrer dans le bâtiment? Alors ça, c'est intéressant. Alors, j'ai pas le slide ici, mais on voit Microsoft, Google, IBM qui rentrent dans le bâtiment avec des approches full cloud aujourd'hui. Donc ils apportent un jumeau numérique. Si vous regardez le jumeau numérique de Microsoft, par exemple, c'est un jumeau numérique dans lequel il n'y a pas de BIM. Concrètement, le jumeau numérique de Microsoft aujourd'hui, Heu, c'est, heu, c'est un système de fichiers temps réel partagé, qui permet de structurer bâtiment, étage, zone, et cetera, mais dans lequel vous ne structurez pas ça à partir du vide. Alors ça pourra arriver demain, ça c'est la première chose, donc il n'y a pas cette notion de jumeau numérique 3D complète encore dans ce que j'ai vu en tout cas. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est full cloud pour l'instant, ou principalement dans le cloud. Alors que nous, chez Spinalcom, on apporte un BOSS qui est un OS du bâtiment, qui a pour vocation à être la plateforme de gestion du bâtiment et concentré autour d'un bâtiment et d'un bâtiment uniquement. C'est-à-dire qu'on est en train de faire, il y avait un article hier qu'on a partagé sur LinkedIn que je trouvais très intéressant, sur le fait que le jumeau numérique, on avait un jumeau numérique et puis un internet des jumeaux numériques. Notre objectif, c'est ça. Notre objectif, c'est on a un jumeau numérique par bâtiment, et ensuite on fait un internet des jumeaux numériques, dans lequel on va connecter les différents jumeaux numériques entre eux ou avec des plateformes cloud. Autrement dit, vis-à-vis des approches qu'on voit apparaître nous chez Google ou chez Microsoft ou chez IBM, bon, d'une part, c'est très intéressant parce qu'ils utilisent des notions de graphes, de bases de données graphes, etc. Donc ça va tout à fait dans notre sens. Donc de ce point de vue-là, on est complètement complémentaires. D'autre part, ils sont dans le cloud. Nous, on est plutôt en mode fog ou edge computing, même si on peut se déployer aussi dans le cloud. Et donc, ils ont plutôt une vision patrimoniale, alors que nous, on est vraiment sur une vision bâtimentaire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est des choses qui ont aussi pour objectif de se connecter, donc ils sont très complémentaires. Et donc pour nous, en fait, tout ce qu'on voit apparaître, c'est complémentaire, ça va dans la bonne direction, c'est complètement complémentaire avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, si demain on a un concurrent, qui se positionne vraiment sur la même chose, c'est que le pari est de toute façon réussi. On n'envisage pas que ce monde-là soit réservé, qu'on soit le si on n'a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Objectivement, on voit beaucoup de concurrence, y compris des très gros, qui se mettent sur le marché. Heu
Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que tout ça, ça va sortir et que tout ce qu'on dit, ils sont en train de prendre le même chemin. Vous regardez Google, et IBM se sont mis par exemple sur, un référentiel qui s'appelle BRICS, BRICKS il me semble. CK, donc BRIC, qui vise à dire que pour pouvoir, vraiment faire les choses correctement, il faut utiliser des bases de données graphes et des principes de bases de données graphes et cetera. Et donc tout ce qu'on met en place dans nos systèmes, c'est depuis déjà, 10 ans pour ce qui concerne le jumeau numérique, c'est exactement basé sur ces principes-là. Donc autrement dit, là, ce qu'on voit apparaître, c'est surtout des gros du marché qui sont en train de prendre la relève et de faire le marketing de ces thématiques, de ces bases de données graphes, de ce jumeau numérique, etc., avec une approche qui reste patrimoniale et sur laquelle nous, finalement, on est très très complémentaires avec leur approche. Alors, TwinOps est-il équivalent? TwinOps, c'est une solution, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui est développée par Vinci Facilities, euh, et qui ne se positionne pas comme un boss. Donc TwinOps, il se positionne comme un ensemble de services plutôt dans le cloud, enfin, dans le cloud déployé localement, mais ce que j'appellerais des services IT au-dessus. C'est des services IT qui visent à récupérer et à offrir une hypervision BIM. Par contre, ce n'est pas une plateforme qui vise à être une plateforme de développement applicatif sur laquelle d'autres personnes viennent développer au-dessus desquelles viennent développer leurs propres applications. Et un OS, Windows, son cœur de métier, c'est pas de vous proposer, c'est pas une application. Windows, c'est un cœur de système de gestion de données qui propose un SDK, Software Development Kit, qui permet à tout le monde de venir développer des applications. Et quand on a développé une application, ça permet à tout le monde de faciliter son déploiement et son usage. Et quand j'utilise, ça permet de gérer les données et les process de cette application vis-à-vis de d'autres applications. Donc c'est vraiment un middleware. Le boss, par rapport à TwinOps, donc Spinnaker nous offre un boss. Après, au-dessus de ce boss, on offre des applications d'asset performance management qu'on appelle SpinalBeam AEP. Donc de ce point de vue-là, les applications de BIM peuvent rentrer en concurrence ou en complément avec ce que fait TwinOps. Mais par contre, sur le boss, on est complètement complémentaire parce que TwinOps, c'est un hyperviseur. Euh, c'est un hyperviseur au même titre que nous avons des hyperviseurs, au même titre que TIA, un hyperviseur d'une manière différente, au même titre que d'autres. Je pourrais citer beaucoup de concurrents sur les hyperviseurs. Par contre, ça n'est pas un boss. Voilà. Un boss, c'est une plateforme qui a vocation à gérer le jumeau numérique et à ouvrir un SDK pour faire en sorte qu'on puisse non seulement venir récupérer les données, mais aussi développer des applications dessus. Donc c'est une plateforme de développement applicatif, ou ce qu'on appelle aussi une application enablement platform. Et donc ça, concrètement, il me semble que ce n'est pas le positionnement aujourd'hui de TwinOps, qui se positionne vraiment comme un hyperviseur. Quelle différence avec TIA? En fait, c'est la même chose. Pour moi, TwinOps est un concurrent direct de TIA. Objectivement, sur le marché, TIA existe beaucoup plus que TwinOps aujourd'hui. On est en plus dans des positionnements radicalement différents, parce que dans un cas, on a euh, un éditeur de logiciels indépendant, euh, euh, qui accède à tout le marché. Dans l'autre cas, on a une solution interne d'un facility manager. Et enfin, je ne sais pas encore, c'est faudra demander, voilà, mais on va dire que je vois mal demain Vinci Facilities fournir sa solution à Engie, par exemple. Solution TwinOps où je vois mal plutôt Engie utiliser la solution de Vinci Facilities. Voilà. Donc on a des positionnements qui sont différents, radicalement différents, mais en termes de technique, techniquement parlant, je pense que c'est des objectifs qui sont qui sont les mêmes, c'est-à-dire on a des hyperviseurs 3D. De ce point de vue, d'ailleurs, notre solution SpinalBeam, SpinalBeam GEM, SpinalBeam AEP, sont aussi concurrentes, entre guillemets, de ces solutions, ont le même positionnement. Donc, je disais que on a le boss, donc le Windows, et puis ensuite on a des packs d'applications au-dessus, donc un genre de pack Office avec Word, Excel, etc. SpinalBeam, TIA, TwinOps, c'est Word, Excel, etc. C'est des pack Office, ce sont des applications qui fonctionnent au-dessus de l'OS, au-dessus du boss. Voilà. Donc nous, le boss, c'est quelque chose d'indépendant, d'autonome, qui en plus a vocation à être un asset du bâtiment, voilà, être la plateforme de gestion de données du bâtiment. Le rôle, c'est le data et le process management. Voilà, vraiment, le rôle, c'est le data et le process management et la gestion du jumeau numérique ou du référentiel unique. C'est pas les applications, donc c'est pas la gestion patrimoniale. Le rôle du boss, c'est le data management. Le rôle des applications de TIA, TwinOps, nous, c'est la gestion de la maintenance ou de la gestion patrimoniale.
Donc de ce point de vue, je dirais que, voilà, de quel point de vue on rentre en concurrence, avec des solutions comme CleanOps et Theia, c'est sur les applications qu'on développe au-dessus, mais pas sur le boss. Le boss, c'est plutôt quelque chose de complémentaire à ces applications. Donc d'ailleurs, on discute aujourd'hui sur le futur siège social de Vinci d'un couplage avec TwinOps. Entre le boss et TwinOps, pas forcément sur nos applications bien sûr, mais entre nous et TwinOps. On pourrait dans d'autres cas discuter d'un couplage aussi avec Theia. En tout cas, le boss permet de faire ça. Alors la présentation faite et les ratios peuvent aussi s'appliquer à des opérations de réhabilitation. Il me semble, puisque pour l'installation, quand on fait la réhabilitation et qu'on change sa GTB, en général, on change toute sa GTB. Donc voilà. La réhabilitation, si vous faites une maquette BIM, je pense qu'une maquette BIM de réhabilitation, bah, si vous voulez la faire avec le même niveau de qualité qu'une maquette BIM de conception, elle coûtera ce prix-là. Par contre, sur de l'existant, on est capable quand même d'arriver et de faire des maquettes BIM qui sont plutôt de l'ordre de 0,2 à 1 euro du mètre carré quand on veut faire vraiment du pur BIM d'exploitation. Donc on peut vraiment limiter ses coûts. Il y a aussi les autres coûts qui concernent les applicatifs. Là, c'est vrai que je vous ai pris des applicatifs à 2 euros par mètre carré d'intégration. Ça correspond vraiment à des applicatifs à forte valeur, enfin des applicatifs qui agissent vraiment directement sur le bâtiment, qui ont besoin du référentiel bâtimentaire. Voilà. Maintenant, demain, on sera capable d'ajouter des petits applicatifs assez simples de machine learning, etc., pour des coûts qui seront absolument ridicules vis-à-vis de ce que je vous ai donné, parce que finalement, ces applicatifs sont très ciblés, font très peu de choses, on en rajoutera plein, et ils iront agir sur une donnée spécifique qu'ils pourront récupérer directement à partir du boss. Donc je pense que j'ai été assez large sur les coûts. Et sur la réhabilitation, il me semble quand même que sur une réhabilitation, on a des coûts, quand on réinstalle une GTB, de toute façon, on est sur ces coûts de GTB. Voilà. Après, quand on veut la rénover, juste la GTB, reprendre, je ne sais pas si ça se fait réellement. En général, quand on réhabilite, les GTB ont 15-20 ans, et on les remplace complètement parce elles sont plus réellement utilisables. Donc je pense que les coûts de l'OT sont à peu près les mêmes. Les coûts de l'IoT sont les mêmes. L'IoT, que ce soit en réhabilitation ou maintenant, on vient installer des nouveaux petits capteurs, on les met partout. Euh, voilà, moi je pense objectivement que ce sont des systèmes qui ont ce coût-là, peu importe soit en réhabilitation. Alors aujourd'hui on les installe même après coup. Les systèmes IoT sont installés en général par les occupants qui veulent avoir des données de confort, qui n'ont pas accès aux données de la GTB, et donc qui refont un déploiement à 80-100 000 euros dans leur bâtiment pour repositionner des beacons ou des capteurs de température un peu partout et prendre des abonnements. Donc finalement ça coûte quand même assez cher. Donc je pense maintenant, pareil c'est une discussion qu'on pourra avoir plus en détail pour la réhabilitation.